On fait un essai de micro? C'est bête, mais j'ai toujours peur que ça marche pas. Tu peux me dire quelque chose? Je sais pas. Bonjour, je m'appelle Fadila. Je suis née en Algérie, mais en Kabylie, à Tizi Ouzou. Je suis née dans mon pays, j'ai grandi dans mon pays. On connaît la France que de loin. Attends, Ça marche. ça enregistre. J'écoute. Tu veux écouter? Tiens, c'est bizarre. Tu me racontes ton histoire? Alors le plus souvent, je demande aux gens de me raconter l'histoire de leur famille, aussi loin qu'ils la connaissent, pour ensuite arriver à la leur. Si ça te convient, tu peux faire comme ça, sinon tu fais comme tu veux. Alors, j'ai grandi entre la ville et la campagne, parce que mes grands-parents, ils ont des terres et des maisons à la campagne, et aussi des commerces en ville. Toutes nos fêtes de religion, on les passe chez ma grand-mère à la campagne. Toute la famille se rassemble. À peu près, c'est comme ici, tous les Français pour Noël. J'ai grandi dans une grande famille, mais nous, on était des enfants protégés. C'était mon grand-père, ma grand-mère, qui gèrent tout. Par contre, ma maman, c'est une femme, elle a beaucoup souffert. Elle s'est mariée très très jeune, elle s'est mariée, elle avait 15 ans. Mon père, il avait 17 ans. Alors vous imaginez, à 20 ans, elle a fait 3 filles, puis après elle a fait 3 garçons. Par contre, maman, elle n'avait pas le droit de parole, parce que c'était mes tantes qui commandent, mes oncles qui commandent. Moi, j'étais petite, mais j'ai enregistré beaucoup de choses. J'ai dit, c'est pas possible. Cette femme, elle est dominée. Mais bon, nous, on était des enfants protégés. Bon, on mangeait bien, on s'habillait bien. L'école, elle était juste derrière la maison. Nous, on était inscrits. Et puis, chez nous, à Tizi Ouzou, c'est une ville où on parle beaucoup le français, parce que c'est une ville où on parlait beaucoup le français. Voilà. Et pourquoi? Parce que... Il y a eu beaucoup de Français? Oui, alors chez nous, celui qui ne parle pas le français, on dit qu'il n'est pas évolué, il n'est pas un intellectuel. Parce que chez nous, toutes les femmes au foyer parlent le français, toutes les femmes en Algérie, même si elles ne savent pas lire et écrire. Le commerçant, il calcule en français, tu parles en français, il répond en français, c'est automatique. Bon, si tu veux parler kabyle, tu parles kabyle, tu n'as pas besoin d'étudier. Hein. Puis après, l'arabe, ça c'est une langue qu'on a appris à l'école. Enfin, vous imaginez? Parce que moi, après, j'ai changé de cap. Parce que dans les écoles privées, je cherchais des instits. Alors moi, je me suis présentée. Puis ils ont dit, on te garde pour 1 mois d'essai. Eh ben, je suis restée jusqu'à ce que l'école, elle a fermé. Tout notre programme, il venait de Toulouse, et puis l'État, il est contre ça. C'est pour ça qu'on est payé à l'enveloppe. Alors après, mon père, il me dit, tu travailles au noir. Il dit, pourquoi tu te casses la tête? Je dis, moi, je vais y aller, même si je ne suis pas payée beaucoup, parce que j'ai trouvé ma voie avec les enfants. Et puis après ça, ils ont commencé à envoyer les lettres de menaces. À l'école ou à chaque personne? Ah non, il l'a envoyé d'abord pour le directeur. Alors on a eu peur. Hein. Et même un jour, un groupe, il est venu. C'était des hommes, ils étaient venus, c'était costumés, barbus, bien costumés. Ils sont venus, c'est juste pour avertir. Voilà, maintenant, l'école, il faut que ça ferme. Ah, ce jour-là, on a eu peur. Tout de suite, on a appelé les parents, ils sont venus chercher tous leurs enfants, puis on a fait la réunion. Moi, j'ai dit à mes collègues, je dis, moi, je ne prends pas le risque. Je dis, parce qu'il y a les enfants et tout. Et puis l'école où elle est située, c'est loin, on prend le bus. Moi, c'est isolé, moi, j'ai peur. Hein. Alors, on a fait la réunion, on a discuté. Et puis on a dit, on ne ferme pas, on reste. Vous n'avez pas fermé tout de suite? Non, on a dit, on reste. On a dit, on n'a pas peur d'eux. On a dit, déjà, l'État, il est contre nous. Alors mon père m'a dit un jour, il me fait comme ça, il me dit, toi, tu ne vas pas continuer à travailler? Il me dit, c'est la guerre, ma fille. Lui, il sait comment c'est la guerre. Il me dit, c'est pas pour 200 ou 300 euros que tu vas aller te détruire. Et je lui dis, de toute façon, on est menacés. Tu leur avais caché à tes parents?
Et puis un jour, on a reçu une lettre. Puis dans l'enveloppe, il y avait un petit truc blanc, tissu, avec un truc de sang. Ça veut dire que vous êtes mort. Alors là, tout de suite, on a fermé. C'était je crois, en 84. 84 ou 94? Ouh là, moi, je me rappelle plus bien parce que quand je vous raconte, je vois tout mélanger dans ma tête. Et puis, 84, je crois. C'était 1984. Et toi, tu es arrivé en France en quelle année? Ah, moi, je suis arrivée en 2001. Et tu es resté 15 ans comme ça? Ouais, j'ai vécu 15 ans de terrorisme, ni j'ai travaillé, ni rien. Parce que après, ils ont commencé à égorger les jeunes filles. Alors, j'ai la mère à ma collègue, elle m'a dit, on est en guerre, ma fille. Elle dit, vous avez pas encore compris, mes filles. Elle dit, c'est la guerre. Elle dit, moi, je sais ce que c'est la guerre. Voilà, c'était comme ça. Ils veulent que les femmes elles rentrent à la maison. Ils veulent qu'on devienne des Arabes. Après, le jour où ils ont tué notre chanteur, notre grand chanteur qui chante la politique, c'est là où on a compris, ça a explosé. On a compris, quand ils l'ont tué, on a dit, ça y est, c'est fini, c'est la guerre. C'est comment son nom? Il vit à Paris, c'est Matoub, c'est un grand chanteur. Il est très connu. Moi, ce jour-là, je me rappelle, j'ai eu un appel, un coup de fil. Puis il y a une voix qui me dit comme ça, « Ah, on vous a tué maintenant, votre héros !» Moi, j'ai eu peur parce que j'ai pensé, c'est quelqu'un qui a une liste. Alors, j'ai rien répondu, j'ai juste baissé comme ça le téléphone, j'ai pas parlé. Alors, après, j'entends des voix. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'entends des enfants, des femmes, avec des bougies. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On est en guerre ou quoi? Alors, j'avais fermé toutes les fenêtres, juste pour entendre. La ville, elle est en deuil. Mais après, les gens, ils commencent à crier, « Assassin, vous avez tué notre chanteur !» Alors, c'est là que j'ai compris ce que m'a dit l'autre au téléphone. Moi, je pense que si la guerre, elle est déclenchée, je ne peux pas rester toute seule, je veux voir ma famille. Alors, comment j'ai fait? J'ai mis un pantalon, j'ai mis les chaussures à mon frère, et puis je me suis habillée comme un homme. J'ai attaché mes cheveux, j'ai mis un bonnet, et puis je suis sortie. Je suis sortie comme un homme entre cette foule. Alors quand je suis arrivée chez ma grand-mère, il y avait toute ma famille, ils m'ont dit, mais toi ça va pas, non? Tu es folle, tu es malade? Mon père, il m'a dit, tu sors plus. Il m'a dit, plus jamais tu franchis cette porte. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis voilà, c'est comme ça, c'était fini. Il a été assassiné en 98. À partir de 88, quand il y a eu les émeutes à Alger, ça a commencé à se tendre sérieusement. Moi, en Algérie, j'y suis allé étant tout petit, et puis j'y suis retourné en 81 avec la famille, et en 91, l'année où les élections ont été annulées parce que le fils menaçait de les remporter. En 91, je suis allé à Alger pour rencontrer le directeur de la cinémathèque. J'avais fait Sciences Po, et j'avais choisi comme sujet de mémoire le cinéma algérien. Alger, c'était assez impressionnant. Tu arrives à l'aéroport, tu as des types avec des flingues partout. En ville, il y avait des chars et des barrages, et la nuit, c'était le couvre-feu, on ne pouvait pas sortir. À l'époque, avec une de mes tantes, j'avais été sur la tombe de mes arrière-grands-parents. Ça m'avait vachement impressionné. Ça n'avait rien d'impressionnant, mais le fait d'aller là-bas sur cette tombe, c'était quelque chose d'assez émouvant. Mais c'est fort sur le plan symbolique. Oui, je ne sais pas si c'est parce que j'y ai vécu étant tout petit, mais Alger, ça a toujours été quelque chose de l'ordre du truc un peu fantasmé. C'était loin, il faisait chaud, et puis c'est le berceau de la famille de mon frère. Bah oui, c'est pas rien. Et le pèlerinage, c'était toi qui l'avais demandé? Non, c'est ma tante qui me l'a proposé. Elle, c'est la petite dernière qui s'est barrée d'Algérie pour aller vivre en Égypte. Elle n'a pas fait comme mes frères et sœurs, elle n'est pas venue vivre en France. Pour finir sur cette histoire de voyage, sur le plan personnel, c'était quand même très important d'y aller. On est passé entre les gouttes. Après, c'est devenu impossible d'y retourner. Après, ils ont commencé les bombes. Ils ont mis beaucoup de bombes, ils ont égorgé beaucoup. J'ai perdu beaucoup dans ma famille. J'ai perdu mon cousin. On a grandi ensemble, c'était un 66, il n'a rien fait. Ils l'ont pris dans sa voiture, ils l'ont rendu dans la voiture, derrière la malle. Eh oui, et moi j'ai vécu tout ça. C'est pour ça, quand j'entends les gens qui critiquent, je dis mais non, il faut voir plus loin. Parce que la misère, quand elle va arriver,
c'est pire. Tu ne peux pas affronter. Il y a des choses que tu ne peux pas affronter. Après, le jour où ils ont mis une bombe pour l'école de ma sœur, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis arrivée jusqu'à l'école. Je ne saurais jamais si j'ai vu ma sœur ou non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis une bombe pour l'école où travaille ma sœur, et puis, je ne sais pas, j'ai couru. Je ne sais pas. Quand tu as appris qu'il y avait eu une bombe, tu as couru Parce pour que mon aller père, il m'a voir? dit, va, oui, l'école où elle enseignait, c'était où on était quand on était petit, derrière la maison. Alors, moi, je suis sortie, je ne sais pas ce qui se passe, j'étais pieds nus. Puis dès que je suis descendue, je suis tombée sur mon cousin. Alors j'ai couru vers mon cousin et je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Lui, il était tombé par terre. Lui, il avait vu tous les corps déchiquetés. Et je dois encore partir pour l'école de ma sœur et je ne peux pas laisser mon cousin. C'était un drame sur drame. Alors après, j'ai ma tante qui est arrivée, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, tu vas pas, tu n'as même pas mis des chaussures. Alors je dis, oui, ils ont mis une bombe pour l'école de ma sœur et je vais aller voir. Elle me dit, oui, je sais, c'est pour ça que je suis sortie de mon travail. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. 20 minutes après, ils ont mis une bombe là, pour une banque. Tout le monde c'était affolé. Et après encore, mon père, il me dit, ils ont mis une bombe pour la banque et moi, j'ai envoyé ton frère à cette banque. Mais mon père, il me dit, encore va. Mon père, il était devenu cinglé parce que mon père, il avait été frappé par... il ne peut pas sortir, jamais. Il a été frappé par 30 SS. Et les SS, c'est les hommes qui sortent pour faire dans la rue comme des policiers. Comme des CRS? 30 CRS qui ont frappé mon père quand ça avait déclenché parce que... Il y avait eu un groupe de jeunes, ils étaient en train de les insulter, ils étaient en train de leur jeter des cailloux. Alors les CRS, ils les ont dispersés, puis là mon père, il est apparu. Ils sont allés le voir, ils ont dit, c'est toi le chef. Ils ont dit, c'est toi qui as dit aux jeunes, il faut frapper avec des cailloux. Mon père, il dit, non, moi je suis un commerçant, je suis un père de famille, je vais vous montrer mes papiers. Mais ils ne l'ont pas laissé, ils ont commencé à le matraquer tellement. Ils l'ont fait un trou de là jusqu'ici de son œil. Ils l'ont fait tourner, ils l'ont fait rouler avec des coups de pied, ils l'ont traîné comme ça dans toute la ville. Tous les chemins que je prends pour aller à l'école. Ils l'ont traîné comme ça jusque devant l'ancienne mairie. Comment il a survécu à ça? Alors après, quand ils sont arrivés devant l'ancienne mairie, leur chef à eux, il les a vus en train de frapper un homme, il les a écartés. Parce qu'eux, ils sont payés pour ça, pour frapper les gens. Et en plus, ils leur donnent de la drogue. Alors lui, le chef, tout de suite, il est allé voir dans les poches de mon père. Il voit, c'est un commerçant. Alors il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il sait que si mon père, il les attaque, ils vont payer très cher. Nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on dit à mon père, on veut qu'il dise. Qu'il aille porter plainte? Oui, alors heureusement, mon cousin, il était là, il a vu, parce qu'il travaille dans le commerce à côté. Il a couru, il a reconnu mon père, je sais quoi, à ses vêtements. Alors il a pris mon père, il lui a enlevé tout le sang, et il est venu à la maison. Alors mon père, tout son corps, il est bleu parce qu'ils l'ont matraqué tellement. Pendant un mois, il est resté comme ça, allongé, il ne peut pas bouger. Tous ses muscles-là, ils sont saccagés. Ça, c'est quand après, quand je suis arrivée en France, je me suis présentée à la préfecture, ils m'ont dit, il faut que tu fournisses toutes les preuves. Alors moi, j'avais ramené tous mes papiers, il n'y a que un qui me manque de menace. Alors je suis retournée vite fait, parce qu'il faut que je voie le directeur, pour qu'il fasse la photocopie de la lettre comme quoi on était menacés. Après, j'ai tout fourni. Alors attends, je suis arrivée en 2001. Ils m'ont laissé 3 mois de rester sur le sol français. Après, j'ai fourni tous mes papiers et ils m'ont accordé mes papiers en 2003, à Arras. Tu avais fait une demande d'asile territorial. Et ça a été accordé? Ouais. Quand je suis retournée pour prendre ce papier, je ne voulais pas revenir en France parce que quand je suis arrivée ici, je suis venue chez une sœur à ma mère dans le Pas-de-Calais. Et ma tante, elle m'a fait beaucoup de misère. Une sœur à ta mère qui vivait déjà en France? Oui, ça fait des années, ça fait 40 ans, 50 ans qu'elle est arrivée. Son mari l'avait ramenée très très jeune pour faire les marchés. C'était les premières générations, ces enfants, eux, ils sont tous nés ici. Mais ils m'en ont fait baver. Hein. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Au début, ils ont compris. Oui, tu as vécu le terrorisme, on va te garder chez nous. Mais après, il ne faut pas que je sorte. Il ne faut pas que je dise bonjour aux voisins, parce que eux, tous ces voisins dans leur village, c'est des Français. Je dis, moi, mes parents, quand ils m'ont donné l'éducation, ils m'ont appris à dire bonjour. Moi, je croise une personne, je dis bonjour. Hein. Je ne cherche pas à savoir si elle est blanche, si elle est noire. Je dis, maintenant, si vous voulez me refaire l'éducation, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Après, ma tante, elle me dit, écoute Fadila, écoute ma nièce. Elle dit, de toute manière, ils ne vont jamais te donner tes papiers.
Elle dit, c'est mieux que tu restes chez moi. Elle dit, et puis tu sors pas. Elle me dit, mon mari veut pas que tu sortes. Elle me dit, tu rentres. Après ce que tu venais de vivre. J'ai laissé ma famille, 15 ans de terrorisme, toute une vie derrière moi. Et puis j'ai encore toute la guerre dans ma tête. Et puis les gens, ils commencent à me casser la tête avec des futilités que moi j'ai dépassées depuis longtemps. Faut pas couper ses cheveux, faut pas se maquiller. Ils ont commencé à me commander, quoi. Après, je lui ai dit, ma tante, je dis, écoute-moi. Je dis, je suis venue d'un pays où j'ai fait la guerre, 15 ans de terrorisme. Je dis, j'ai laissé toute ma famille derrière moi. Je dis, est-ce qu'il y a un jour où tu as pris ton téléphone? Tu nous as appelé savoir si on est mort ou si on est vivant. Après, je lui dis pour mon cousin, je lui dis, toi, je dis, comment t'as passé des vacances chez nous? Je dis, on est parti à la plage, tu passais tes vacances gratuitement. Je dis, est-ce qu'il y a un jour où tu as pris ton téléphone? Je dis, non, vous regardez juste ce qui se passe dans l'écran, mais puis voilà, puis t'es qu'un lâche. Ah, il était en colère. Il me dit, j'ai dit, ici, vous aimez personne. Je dis, vous aimez pas les Arabes? Vous aimez pas les Français? Vous aimez pas les Noirs? Vous aimez pas les Chinois? Je dis, c'est qui ton ami? Vous aimez qui, vous? Il me dit, oui, ça va, tu vas pas me faire la morale. Je dis, attention. Je dis, je suis une personne qui a vécu la guerre. Il faut que tu me laisses tranquille dans ma tête parce que j'ai encore beaucoup de blessures. Je dis, pourquoi tu m'as jamais posé la question comment j'ai vécu la guerre? Comment on a vécu le terrorisme? Est-ce que j'ai mangé? Comment on a survécu? Je dis, pas un de vous. Il nous a jamais posé la question comment on a vécu la guerre. Et puis aujourd'hui, vous venez juste me dire, il faut pas dire bonjour.